footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Salut John. Salut. Tu vas bien ? Eh ben ça va très bien. Bon, ravi d'être là. Ravi que tu aies accepté cette invitation pour un nouvel épisode d'Hors Norme. Je suis ravi de t'interviewer aujourd'hui. Donc tu es Jonathan Salmona, John pour les intimes. Ouais, tout le monde m'appelle John. John, fondateur de la société Shodo. Ouais. Qu'est-ce que Shodo ? Eh ben écoute, Shodo est une ESN, donc je vais commencer par le basique. Donc ESN, c'est entreprise des services du numérique. Grosso modo, on accompagne des clients dans la réalisation de leurs projets informatiques. Yes. En salariant des consultantes et des consultants qu'on va ensuite placer en mission dans des équipes projets chez le client ou chez nous pour délivrer du soft. Ok. Voilà. Et tu en es le fondateur ? J'en suis le cofondateur avec Guillaume Ferron. Voilà, je t'ai répondu sur le what. Qu'est-ce que Shodo ? Après, la deuxième lecture, c'est... moi, je considère que Shodo aussi, c'est une vision. C'est une vision du monde de l'entreprise basée sur la redistribution, la justice sociale et à travers laquelle on va mettre en action des leviers comme la transparence des salaires, la transparence des marges. Et on profite de la tech avec Guillaume pour faire de l'innovation sociale, expérimenter de nouveaux modes de collaboration, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, j'imagine, bien sûr, dans le moment qu'on va partager ensemble. Justement, avant qu'on remonte le fil de ton histoire, Shodo, en quelques chiffres, si tu peux en donner, ouais. C'est quoi ? Shodo, c'est donc une maison mère, donc Shodo Paris, qui ensuite compte des filiales. Shodo Nantes, Shodo Lyon, Shodo Lille, Shodo Studio et d'autres filiales qu'on va lancer cette année. Donc c'est à date à peu près 120 collaborateurs aujourd'hui qui sont des salariés qui seront d'ici peu tous salariés associés, puisque le projet Shodo, c'est de pouvoir justement mieux redistribuer la valeur en ouvrant le capital à tout le monde. Ouais. Et c'est 5 filiales, comme je te disais. Shodo Studio, c'est quoi ? Alors, Shodo Studio, c'est une filiale parisienne qui est un vertical autour d'une offre qui, tu vois, nous Shodo, on va aller proposer ce qu'on appelle de la régie, de l'assistance technique unitaire. Là où Shodo Studio va proposer un accompagnement complémentaire, c'est-à-dire va proposer l'intervention d'une équipe de personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont élaboré une culture commune. Ouais, c'est ça, plateau. Forfait, plateau. Ouais, une équipe de toute taille, quoi. C'est-à-dire qui peut aller effectivement de 2 personnes, que ça commence comme ça une équipe, à 6-8 personnes. Génial. Alors peut-être avant de continuer sur Shodo, on va un peu remonter l'histoire. Allez. D'où pars-tu ? Alors moi, je suis lyonnais à la base. J'ai fait toute mon éducation dans le public. Okay. Je sais pas à quel niveau de granularité tu veux que j'arrive, mais c'est toi qui choisis. Écoute, je vais rester sur l'éducation pour le moment. Donc j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. En fait, j'ai eu un cursus, je pense. À Lyon, tout ça. À Lyon. Ouais, à Lyon, j'ai fait une école à Grenoble après. D'accord. J'ai une formation qui est formation école de commerce, ingénieur. École de commerce, ouais. J'ai fait Grenoble école de management, de laquelle je suis sorti en 2004 après une année de césure. Okay. Et en fait, j'ai fait toute ma carrière dans l'écosystème des ESN qu'on appelait autrefois les SS2I. Et oui, bien sûr. Ah oui, t'as connu j'ai 44 ans, tu vois, les poils blancs, ça veut dire que j'ai connu l'appellation SS2I, ouais. Et j'ai commencé en fait ma carrière en tant qu'account manager, donc en gros dans les fonctions sales. Ouais. La première société, c'était quoi ? Valtech, qui existe encore. D'accord.
Ils font quoi? Alors à l'époque, c'était un cabinet de conseil autour conseil en IT, autour des bonnes pratiques d'architecture, des bonnes pratiques de dev. Je les ai rejoints fin 2004. Ok. Et aujourd'hui, ils ont évolué. J'ai plus trop suivi, mais c'est plutôt une digital company autour ils font du marketing. Enfin, ils partent de l'idéation jusqu'à la réalisation tech, on va dire. Ah oui, okay. Donc moi, j'ai commencé ma carrière en tant que bizdev, et puis ensuite j'ai évolué progressivement vers des fonctions de direction. J'ai été directeur commercial. Puis directeur des opérations, puis cofondateur salarié d'une structure, avant d'évoluer, avant de prendre mon envol début 2019 pour créer Shodo. Et du coup, tu as travaillé combien de temps avant d'être créateur d'entreprise? J'ai travaillé 15 ans. 15 ans. Ouais, donc 15 ans. Fonction sales pendant 15 ans. Ouais, fonction sales pure bizdev, je pense, pendant 5 ans. Et puis ensuite, pour expliquer un peu le cheminement, j'ai toujours eu vachement l'esprit de compétition. Et en sortant d'école, je pense qu'un de mes moteurs, c'était quand même de voir jusqu'à où tout ça pouvait monter, quoi. Tu vois. Donc c'était vraiment des moteurs assez égocentrés, assez avides, quoi. Je me comparais beaucoup en termes de REM, de poste. Ouais, et je pense que, je le dis de manière, en tout cas, très en tout cas, dans le monde de l'ESN, le fait que l'ESN instaure de la compétition, toi, ça te convenait bien. En fait, je pense que je l'ai pas discuté. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que j'ai toujours eu ce mindset, je l'avais. Tu vois, j'ai un côté très débile. Tu vois, je peux être avec... on peut être tous les deux dans un café, il y a un cendrier avec des cacahuètes et on va jouer à celui qui en met le plus dans le verre en face. Je peux rester 5 heures. Ah ouais. J'ai un côté très débile comme ça. Okay. Et en fait, qui fait que, tu vois, à 24, 25 ans, l'écosystème du sales, où tu as effectivement t'as de la concurrence en interne, c'est du sales, c'est un côté un peu sauvage. Revue des objets, des chiffres, etc. Donc, écoute, je l'ai pas discuté et tu vois, je pense que la discussion elle est venue plus tard. Tu vois, mon rapport à ce métier-là, besoin de retravailler un peu autrement, tu vois, la recherche de sens. Je l'ai concrétisé plus tard avec Shodo, mais en début de carrière, j'ai vraiment été un bourricot. Ça te traverse pas l'esprit, en fait. Non, je pense comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que je pense que c'est une chance de pouvoir remettre en question la manière avec laquelle tu bosses, la place que tu as dans l'entreprise, savoir te questionner sur le sens de ce que tu fais. Et moi, ça arrivait beaucoup plus tard, mais en tout cas, dans les 5 premières années, j'étais vraiment, tu vois... tu es rentré dans le modèle. Tu rentres dans un modèle. Tu allais dans un modèle qui te convenait. Qui me convenait, au final non, puisque je l'ai discuté vers la fin, mais sur le moment, ouais. Sur le moment, tu sais, je veux dire, je pense que c'est super immature quand tu sors d'école. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Je pense que j'ai un côté super immature où, tu vois, j'accueillais les choses sans forcément les discuter, sans esprit critique, quoi. Donc, mais après, c'est un job. Il y a des côtés quand même super canons. T'as une forme de, ça t'apprend la résilience parce qu'en fait, c'est un job où il faut être bon dans le money time. Tu vois, t'as des fenêtres dans la semaine où il faut être là, et t'as un côté assez excitant. Et quand tu manques les fenêtres, c'est relou. Ouais. Mais ce qui est canon, c'est que tu sais que la suivante va arriver bientôt. Et donc, ça t'apprend à perdre, déjà, parce que tu passes beaucoup de temps à perdre. Ouais, tu passes plus de temps à perdre qu'à gagner. Je pense que c'est l'école de la vie, ça. Tu retrouves ça dans le sport. Accepter ce que c'est que la défaite, savoir en tirer les conclusions, voir que tu peux faire pour t'améliorer, etc. Je pense que ça m'a apporté ça. Et puis ça t'apprend aussi, je pense, à nexter. C'est-à-dire que quand tu as un succès, c'est canon, tu le célèbres, mais tu le ranges et tu regardes ce que tu peux faire sur l'échéance d'après. Ouais, bien sûr. Mais au moment où je te dis ça, il y a quand même une forme d'un côté qui est assez vide de sens, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu te poses vite la question de
ok, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et en l'occurrence... L'argent ne te... Tu comprends que l'argent... Enfin, moi, si je me trompe, Ouais. Enfin, l'argent est un moyen et pas une fin en soi. Ça t'apporte pas, en tout cas, la matière que tu pensais peut-être gagner en jouant En fait, pour aller à l'essentiel, quand tu es dans une forme de rat race où tu te dis putain, en fait, j'ai envie de voir jusqu'à où ça monte, tôt ou tard, enfin, moi c'est mon cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, tu réalises que quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un, une meuf ou un mec qui sera au-dessus. Et donc, cette raison d'être là, elle n'a pas de... en fait, tu te rends compte que ta raison d'être initiale, elle est vide de sens. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a aussi ouvert les yeux sur plein de problèmes qu'il y avait dans notre écosystème. Tu vois, l'écosystème des ESN est un écosystème où il y a toujours eu énormément de turnover. Aujourd'hui, le turnover moyen, ça fait partie du modèle. Ça fait partie du modèle. Et peu de gens font quoi que ce soit pour essayer de changer les choses. Donc, quand tu as un turnover de 30%, la problématique, c'est, tu vois, et je pense que ça a été une des conclusions, moi, de la première partie de ma vie pro. Parce que ça fait 20 ans que je bosse, donc tu sais, je faisais les comptes l'autre jour, 20 ans d'expé, t'es à la mi-temps de ta vie pro, quoi, tu vois, peu au prou, quoi. Et je me disais que, en fait, quand tu arrives dans un schéma où tu as des réussites économiques, hein, tu vois, en termes de création de valeur, de chiffre d'affaires, de marge, mais avec un turnover aussi fort, en fait, tu réussis au détriment des autres, quand même. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, une part de moi, et moi tout entier aujourd'hui, mais dans ma recherche de sens, j'avais envie de mettre enfin à réussir avec les gens, tu vois. Oui, d'aller chercher une autre forme de réussite. D'aller chercher une autre forme de réussite, du coup que tu déconstruis, qui n'est plus simplement basée sur tu vois, tes métriques initiales de CA, de marge ou de nombre de salariés, mais qui va être derrière basée sur ton turnover faible, ton attractivité forte, le fait que tu puisses maximiser le bien-être dans l'entreprise, et du coup repenser l'entreprise comme un vecteur d'une autre forme de collaboration. Ouais, c'était ça l'idée, tu vois, le cheminement, c'est ça, quoi. Mais toi, le déclencheur, justement, avant de te lancer sur Shodo, effectivement, tu es dans le modèle que tu évoques de ESN. C'est quoi le déclencheur pour que tu stoppes un peu ton ascension, parce qu'elle était extrêmement positive? Ouais. Le déclencheur, il y en a un premier, c'est ce que je t'expliquais, c'est le cheminement où je me suis rendu compte petit à petit que, en termes de sens, j'étais à côté des clous. Tu vois, ce que je faisais en dehors du fait que ça me rapportait beaucoup d'oseille, il n'y avait pas trop de sens. Tu sais, j'étais pas fier particulièrement de dire ce que je faisais. Il y a un matin où ça y est, tu arrives au bureau, les semaines commencent à être plus dures, même si tu as du succès dans ton job, tu sens que Non, le questionnement, en fait, il est latent, il est lancinant, mais l'année où tout se joue, moi, c'est 2018. Okay. 2018, en fait, j'apprends en début d'année que je vais être papa pour la deuxième fois. Et puis, je dis à la maman de mes enfants, qui s'appelle Mélo, et que je le salue, je lui dis, en fait, c'est canon, il peut pas m'arriver grand-chose professionnellement. La trajectoire, elle est ascendante. En termes de revenus, tout va bien. Et je lui dis, en fait, on va s'acheter un plus grand appart que celui qu'on a déjà. Tu vois, tu es dans ma tête complètement à l'envers. Je me dis, on va se pécho un penthouse avec vue sur Paris, un appart canon dans lequel on va mourir. Tu sais, je suis dans une énorme fuite en avant en termes de conso, d'obligation d'afficher ta réussite sociale, donc je suis là-dedans. Ouais, en même temps très lié au modèle dans lequel tu es. Ouais, carrément. En fait, et donc, ce sont les indicateurs de réussite qui sont cohérents avec le modèle. Ouais, donc je suis en train de me dire, vas-y, on va attraper un gros penthouse à Paname. Et en fait, je me rends compte, ça c'est le début d'année 2018, et je me rends compte aussi qu'au boulot, on est dans une phase où, tu vois, je commençais à voir des commerciaux qui arrivaient à la fin d'un cycle. Ouais. Peut-être plus personne n'avait la dalle. Et la boîte avait une très bonne trajectoire, mais en fait, tu avais déjà tous les signaux qui faisaient que l'avenir était moins radieux, tu vois. D'accord. Pas forcément pour des raisons de marché, mais parce que fort turnover ou c'était lié? Non, en fait, tout est lié. Je pense que, tu vois, dans un groupe, je pense qu'il faut en permanence, quand tu es dans une logique
très libéral de compétition, de croissance, etc. Moi, je pense qu'une des clés de la réussite, c'est d'être en capacité de toujours réinjecter du sang neuf avec des gens qui ont la dalle et qui vont côtoyer des gens qui ont déjà eu du succès. Tu vois, mais quand tu enlèves la dalle au sein de ton groupe, et moi en l'occurrence c'était mon groupe de sales, ben tu te mets à ça périclite. Et donc en gros j'avais à l'époque l'ambition pour essayer de redonner un élan, et je voulais toucher au plan de com, plan de commission. Pour recréer, pour en fait recréer un pacte social de réussite sur des nouvelles bases. En gros, c'est comme dans une relation, ce qui fait que ta relation elle a marché sur les 5 dernières années. Parfois, il faut savoir te réinventer. Et là en l'occurrence, c'était un de mes sujets. Et en l'occurrence, bon bref, tu vois, je commence à avoir plein de petits signaux qui s'allument. Et puis, il m'arrive aussi un truc perso, c'est que mon père tombe malade et meurt au bout d'un mois et demi. Et là, en fait, ça m'allume, ça trigger un truc dans mon cerveau. Je me dis, putain, en fait, la vie est courte. Ouais. Je peux être le prochain, tu vois, la prochaine balle, peut-être, elle est pour moi. Ouais. Et donc, en fait, je pense que ça a vraiment créé une forme d'urgence dans ma tête où je me suis dit, OK, si tu n'arrives pas à changer la culture, la chose la plus simple, c'est toi, tu te changes, tu t'enlèves et tu vas recréer une boîte. Ouais, dans laquelle tu te sens bien, etc., avec laquelle tu es aligné. Et puis, je pense qu'il y avait plein d'aspects de ma perso au final que je commençais à moins aimer ou desquels j'étais plus très fier. Et moi, la fierté, c'est un moteur. Tu vois, j'ai besoin d'être fier de ce que je fais. Tu vois, j'ai besoin de kiffer ce que je fais. J'ai besoin de me kiffer, tu vois. Et c'était beaucoup moins le cas. Ouais. Et donc, tu vois, c'est ça qui a emmené toute chose en entraînant une autre. C'est ce qui a fait que fin 2018, je suis parti. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait pour me faire virer. Salut, d'ailleurs, si vous me voyez. Voilà. Et voilà, en fait, c'est comme ça que Shodo s'est créé, quoi. Excellent. Ouais. Quelles sont les choses, tu évoques des choses dont tu n'étais pas plus forcément fier à la fin, tu parles de quoi? Enfin, tu sais, je pense que quand je trouve que j'existais vachement trop par rapport à de la REM, au prix des choses, au besoin de consommer. Enfin, tu sais, t'as une forme de vide où, tu sais, des fois, t'es en train d'acheter des trucs. Ouais. Et tu dis, mais en fait, j'en ai pas besoin. Enfin, mais tu te le dis pas, mais à la fin, tu te dis, je sais pas, un jour, tu regardes à la cave, t'as 3 paires de skis. Ouais. Alors que t'habites Paname, tu vois, t'habites pas en Savoie. Donc, tu te fais 10 jours de ski par an. Tu te dis, mais j'ai 3 paires de skis dans ma cave. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu les as fantasmés pendant 3 mois, tu les achètes et puis finalement, elles sont à la cave pendant 3 ans. Non, mais je sais même pas quoi dire parce que je suis très content d'avoir pu vivre ce questionnement. Mais sur le moment, je sais pas, je pense que je me faisais chier de ouf, donc j'étais en train de me dire vas-y, je vais m'acheter des skis. T'en as déjà 2 paires. C'est pas grave, je vais en prendre une 3e, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est un truc, ça t'occupe. Ouais. Et tu vois, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu vois, je pense que pareil en termes de valeur, ma vision du monde de l'entreprise, tu vois, la démarche qu'on a aujourd'hui chez Shodo, c'est quand même un parti pris qui est quelque part politique, tu vois. Et je bossais pas. La manière avec laquelle je gagnais ma vie, je gagnais beaucoup d'argent avant, elle était juste pas du tout alignée avec qui je suis, quoi. Tu vois, ou qui j'avais envie d'être à l'époque, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, alors justement, effectivement, Shodo sur l'échiquier de l'ESN est quand même un électron libre, hein, moi qu'on puisse dire. Ouais, parce que le modèle que tu évoques... On est des iconoclastes. Il existe, le modèle que tu évoques depuis le début de l'interview, il existe et très certainement qu'il va encore exister pendant longtemps peut-être. En tout cas, il existe déjà depuis au moins les années 80-90. Ouais. Donc, j'ai souvent entendu dire d'ailleurs des retours d'anciens qui m'évoquaient, qui pensaient que le modèle un jour allait mourir, alors que pas du tout. Il est chaque année peut-être encore plus robuste. C'est étonnant. Et vous arrivez là comme ça, Shodo, hop, comme un cheveu sur la soupe. Mais alors, est-ce que tu peux effectivement, pour ceux qui nous écoutent, détailler ce modèle effectivement qui va à l'encontre du modèle classique? Ouais.
Le principe de Shodo, c'est de déterminer, on va dire, un seuil de marge qui permet à l'entreprise de se développer sereinement. Donc préparer l'avenir, ça veut dire ça peut être investir dans des locaux, investir dans du staff, bref, se développer. Et donc l'idée, c'est on définit une marge par équivalent temps plein, donc c'est en gros par mission annuelle, qui en l'occurrence sur Paris est en moyenne de 25 000 euros, et toute la marge, tout l'excédent de marge, parce qu'en général, tu vois, on collecte 25, mais en moyenne, on va plutôt collecter entre 50 et 60 000 euros bruts. Donc tout l'excédent, on va le redistribuer sous forme de un tiers en salaire, un tiers en temps libre et un tiers en temps libre professionnel. C'est-à-dire, en gros, c'est du travail non facturé. Et j'aurais peut-être dû commencer par là parce que mon pitch, il est moisi, mais en fait, on vient répondre à un besoin opérationnel. Je t'ai dit au début que dans notre secteur, il y avait un turnover en moyenne de 30%. Ouais. Et en fait, les raisons, on les a identifiées. Okay. On les a identifiées en écoutant patiemment les candidates et les candidats qui nous rejoignaient dans notre ancienne boîte, et en écoutant malheureusement aussi celles et ceux qui nous quittaient donc dans le cadre des off-boarding. Et en gros, les specs, c'était meilleur équilibre vie pro, vie perso, plus de transparence dans la gouvernance, dans les salaires, dans les marges. Okay. Et en fait, tu vois, dans le conseil, comme c'est des métiers de facturation, un des principes clés, c'est de maximiser la facturation et de maximiser la marge. Donc, autrement dit, dès que tu vas demander à des consultantes ou des consultants de te produire du contenu marque employeur, tu vas leur demander de le faire sur leur temps personnel. Oui. Donc, tu vois, en rentrant chez toi, tu vas dire, vas-y, est-ce que tu peux me produire un article ou m'écrire une formation ou ce que tu veux, et je te filerai une prime. Tu vas te mettre à monnayer ton temps libre. Ouais. Et ça a marché de ouf. Tu vois, moi, j'ai connu ça quand j'ai intégré ce secteur en 2004-2005. Et en fait, il y a eu une inversion du marché dans notre secteur au milieu des années 2015. D'accord. À partir du moment où tout le monde a commencé à parler de transformation digitale, etc. Enfin bref, il y a eu une tension sur les profils de la tech qui a favorisé l'essor de l'ubérisation de luxe qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des gens ont commencé à se mettre freelance, et le freelancing est devenu le concurrent numéro 1 du salariat, en fait, dans ce secteur-là en tout cas. D'accord. Et donc Shodo, c'était ça, l'idée, c'était de pouvoir proposer un modèle dans le salariat, parce que nous on considère que c'est stylé le salariat, donc dans lequel tu vas avoir de la protection sociale, une communauté d'entreprise dans lequel tu as du service à la personne, donc tu es payé à l'heure, tu es formé, on te trouve des clients, tu as plein de choses cool, mais on conjugue au côté flexible du monde indep, fait d'avoir une meilleure rémunération puisque tu vois on redistribue énormément de marge excédentaire, et le fait d'avoir aussi la liberté de choix. Et en gros, dans les métriques, tu veux le modèle pour comprendre, on reverse à peu près 84% du chiffre d'affaires à la personne en charge d'une mission. Et donc les 84% du chiffre d'affaires, en moyenne, payent donc un salaire qui est quand même très supérieur à la moyenne du marché. On a d'ailleurs mis un simulateur de revenus qui permet à tout le monde de pouvoir... tu rentres tes honoraires, ce qu'on appelle dans le jargon le taux journalier, le TJ. Ouais, le TJ, ouais. Tu rentres ta seniorité, etc. Et en fait, en output, ça te donne ton salaire, le nombre de jours supplémentaires, le temps libre supplémentaire que tu vas gagner, tous les avantages que tu peux avoir. Donc, c'est ça le modèle. En gros, le modèle, c'est d'apporter une redistribution. La transparence. La transparence, ouais. Effectivement, puisque on a adossé la transparence à des politiques RH assez novatrices, puisqu'on a accès Chez nous, on a mis en place une grille de salaire, de salaire fixe. Tous les salaires fixes sont indexés sur ton nombre d'années d'expérience, que tu sois une meuf, un mec, que tu sois ancien, nouveau... que tu aies des handicaps ou pas. Tout le monde connaît les rémunérations fixes, en tout cas, des uns et des autres. Alors, tout le monde connaît les rémunérations fixes des uns et des autres, et j'ai envie de te dire que tout le monde peut connaître les rémunérations de tout le monde, parce qu'on a mis en place un simulateur. En fait, il suffit que tu saches quel est le taux auquel X, Y ou Z se facture, et tu vas être en capacité de déterminer combien il gagne. Et il n'y a plus de secret. En fait, on a essayé justement de lever un des principaux tabous dans le monde de l'entreprise en France, qui est le tabou de l'argent.
Et ça... En rendant, et juste, pardon de t'avoir interrompu, mais en rendant public notamment nos rémunérations de dirigeants à nous. D'accord. Qu'on a rendu public. Okay. Même la tienne nos rémunérations de dirigeants sont établies sur des grilles qui sont publiques. D'accord. Et on a même, dans nos statuts d'entreprise, encadré nos REM à travers une fourchette au choix, soit 2 fois la médiane, la REM médiane, ou 3 fois la plus petite rémunération. En gros, le message qu'on envoie, c'est de dire que génial. Si on s'augmente, pour qu'on s'augmente, il faut augmenter les autres. Voilà. Et du coup, tu recrées de l'engagement dans le monde de l'entreprise. Et notre objectif, c'était vraiment de proposer un modèle qui apporte une réponse sociale au turnover qu'il y a dans notre secteur, pour qu'on puisse enfin refaire du service, mieux accompagner des clients, moins être frustré et conserver la connaissance tech que tu emmagasines au fil de l'expérience. Je t'ai interrompu tout à l'heure, je suis désolé. Non, mais du coup, quel est peut-être c'est intéressant ce sujet-là de la rémunération. Et est-ce que, quel est le feedback des collaborateurs sur ce sujet? Le fait d'avoir cette transparence-là. Le feedback, moi, je te le caractérise à travers deux axes. Attractivité et turnover. D'accord. Aujourd'hui, le turnover, on est fondé en 2019. Aujourd'hui, on se parle en 2024, donc on a plus de 5 ans d'existence. On est en train de connaître notre 6e départ en 5 ans sur 5 entreprises. Donc, tu vois, on est très très loin des 30% de turnover qu'il y a voilà. Donc en tout cas en termes de turnover subi, c'est-à-dire faire en sorte que celles et ceux qui n'ont aucune envie et aucune raison de partir ne partent pas. C'est ça l'objectif. Et l'attractivité, je crois que si on regarde un peu le taux de conversion des propositions de CDI qu'on remet, on a une efficacité qui est de plus de 94%. Tu vois. Ah oui. Donc ça veut dire qu'au final, moi sur ces grâce à ces 2 indicateurs-là, je suis en capacité de te dire que les retours sont telle adhésion au projet d'entreprise et l'adhésion est canon, tu vois. Ouais. Évidemment parce que je pense que la transparence des salaires aide, parce qu'on met en place des outils pédagogiques comme notre simulateur de revenus. Enfin, tu vois, tout ça fait que ça contribue à recréer de la fidélisation. Et alors ça, c'est 5 ans. Ça, c'est la 6e année, là, cette année ? Ouais. Comment on réagit les premiers collaborateurs il y a 6 ans? Est-ce qu'il a fallu les convaincre? Est-ce qu'ils ont été surpris? Est-ce qu'ils ont été déroutés? Non, les premiers... alors, il faut savoir que les premiers, c'était quand même des salariés avec lesquels on avait déjà bossé avant, qui nous ont suivis. Ah, ok. Donc, il y avait quand même une adhésion, je pense, forte autour du noyau dur. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, on a été quand même rejoint par des collaborateurs, des collaboratrices qui venaient d'autres horizons, qui venaient de l'extérieur. Et en fait, ils ont été attirés parce que on s'est mis à publier assez rapidement un manifeste donc qui présente notre raison d'être. Avec suffisamment d'authenticité, suffisamment de contenu, d'éléments très factuels pour faire en sorte que Shodo, notre démarche, soit comprise et soit connue par nos candidates et nos candidats avant d'intégrer la boîte. D'accord. Tu vois, le but, c'est vraiment ça, on appelle ça l'inbound marketing, c'est de produire suffisamment de contenu marque employeur pour faire en sorte que les gens te connaissent bien avant de t'intégrer. Et c'est une des raisons, entre autres, qui fait que dans une logique d'innovation sociale, plus tard, on a décidé de supprimer par défaut de nos contrats la période d'essai. Ça, c'est fait. Vous avez supprimé. Ça, c'est fait depuis 2 ans et demi. Ouais. D'accord. Et incroyable. Vous avez supprimé la période d'essai, les rémunérations transparentes. Ouais. On est des oufs. On n'est plus du tout dans le monde de l'ESN. Hein, je pense on est dans le monde de l'ESN, mais c'est incroyable. On est dans le monde des ESN iconoclastes. Ouais. Et ok, c'est assez incroyable. Et tu m'avais évoqué également, quand on a préparé l'interview, donc que la plupart des collaborateurs sont aussi actionnaires, non, ça ? Oui, on a ouvert le capital. Alors en fait, au sein de la maison mère, tu vois, ça fait partie du cheminement. Parce qu'on a une réflexion qui est vivante, qui est dynamique, dans laquelle on essaye toujours de faire mieux, tu vois, Guillaume. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas répondu à
une des injustices du monde du travail, c'est que très souvent, la valeur, elle est créée, elle est façonnée par toute une communauté de gens. Mais dès qu'il y a perception de dividendes ou dès qu'il y a revente, seule une poignée d'heureux élus en profitent. Ouais. Voilà. Et donc, on s'est dit que ce serait canon, et en tout cas beaucoup plus aligné avec nos valeurs, de pouvoir ouvrir le capital à tous nos salariés. Et du coup, on a ouvert quasiment 34% du capital à nos salariés. Okay. Donc en fait, ça veut dire qu'on s'est tous dilués, nous les cofondateurs. Et dans les faits, tu vois, au début, je disais que c'était symbolique, mais en fait, c'est pas rien, parce que quand tu te dilues de plus de 30% et qu'à la fin, tu as des créations de valeur qui se comptent en dizaines de millions, c'est quand même pas rien, tu vois. Ouais. Mais dans le symbole, tu vois, on est quand même dans un marché de capitaux et en vrai, on n'y peut rien. Par contre, nous, on a le pouvoir en tant que dirigeant de réduire les inégalités afin de les rendre un peu plus acceptables, en tout cas pour nous, quoi. Tu vois. Moi, je trouve ça génial. Comment te dire, je comprends ton passage en ESN. Ouais. Je comprends Shodo. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non mais, j'imagine que lorsque tu étais tu n'étais pas devenu une autre personne du jour au lendemain. Ouais. J'imagine que ces convictions très fortes, parce que là on est quand même sur des choses extrêmement fortes. J'irais pas à dire, on est très anticapitaliste, même si ouais, on est plutôt sur du très keynésien. Enfin, on est sur l'interventionnisme. Exactement, exactement. En tout cas, vous êtes encore dans le modèle, mais en ayant une forte volonté de changer les règles du jeu. Ouais. Quand tu étais en ESN, alors j'entends tu t'étais adapté au moule, tu ne posais pas forcément de questions, mais j'imagine que ça, c'était déjà en toi, ces questions-là, ce regard sur la société, le monde. Ouais, c'est en moi. Ouais. Mais comment tu as fait pour survivre pendant 15 ans en fait, je pense que c'était en moi, mais c'était en sommeil. Tu vois, et puis, tu vois, aujourd'hui, je vais avoir 44 piges. Je pense qu'entre 25 et 30 ans, j'étais vraiment plus écervelé, tu vois. Donc, et puis, c'est comme je te dis, en fait, à un moment donné, tu découvres le monde dans l'entreprise. Je vais te sortir un basique, mais moi, j'avais un variable. Quand j'allais créer de la marge, je créais de l'IBIT dans ma BU ou dans mon activité. J'étais commé pour ça. Donc, en fait, si tu n'allumes pas le cerveau, tu te dis, en fait, on me paye pour ça, c'est bien. Hein, tu vois, je veux dire, voilà, c'est ma raison d'être, quoi. Tu vois. Et c'était ma raison d'être. En vrai, c'est quand même pas désagréable quand tu as 24, 25, 26, de te mettre à gagner de l'oseille. Et t'as un côté grisant. T'as la reconnaissance en plus d'un collectif. T'as ce côté grisant où tu te dis, en fait, c'est fun. Et jusqu'au jour où tu commences à te dire, en fait, je gagne bien plus que mes parents. Ok. Je gagne 2 fois plus, 3 fois plus que certains collègues. Je gagne 1 fois et demie plus que des potes d'école qui sont pas moins intelligents, etc. Et en fait, ça a commencé à allumer plein de petites ampoules dans mon cerveau, où en fait, j'ai commencé à me demander pourquoi, mais j'ai mis du temps à comprendre, tu vois. Mais c'était en moi. Parce que les signaux des débuts étaient faibles, mais étaient déjà présents. Ouais. Et finalement, pendant 15 ans, ils n'ont fait que monter pour se matérialiser à travers le projet Shodo, finalement. Ouais. En fait... D'ailleurs, Shodo, ça a une signification particulière? Ça veut dire la voie de la calligraphie. D'accord. Ça veut dire la voie de la calligraphie et pour expliquer le côté métaphorique de Shodo, les gens qui font de la calligraphie s'entraînent à faire des katas, donc à reproduire des gestes plus ou moins complexes et ensuite qui rendent de plus en plus complexes, qui s'enchevêtrent à travers d'autres mouvements, un peu comme dans les arts martiaux. Oui. Et en fait, il se trouve que les devs font la même chose. C'est-à-dire que les devs ont ce qu'on appelle des katas de code, dans lesquels ils s'entraînent justement à pousser les pratiques de design, le logiciel, etc. Donc c'était le parallèle, puis c'était japonisant, ça nous faisait rigoler, puis c'est mieux que s'appeler Team ou IT ou Ware, voilà quoi. Ça d'ailleurs, juste un petit aparté, mais c'est une question.
Là, vous êtes une ESN, donc plutôt IT. Ouais. Est-ce que vous avez vocation à aller sur d'autres domaines, comme certaines ESN? Moi, je suis persuadé que notre philosophie elle est déclinable à l'envi sur tout ce qui est métier de facturation. Donc, Pourquoi pas, quelle que soit la prestation intellectuelle ou voire la prestation que tu factures, avec des triggers différents, des leviers différents, tu peux appliquer la vision de Shodo, je pense, dans tous ces métiers-là. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc oui, après, est-ce que c'est une volonté? Non. Tu vois, il se trouve que... D'accord, c'est pas forcément... Non, mais en fait, alors c'est marrant parce que je te dis ça et on monte des filiales. Mais en fait, on monte des filiales aujourd'hui parce qu'au gré des rencontres, aujourd'hui, tu vois, on a rendu notre modèle public. Et en fait, on est sollicité par des gens extérieurs à notre réseau. Et ça, c'est une dinguerie. Tu vois, on est sollicité, par exemple, par des anciens directeurs de boîtes concurrentes à la nôtre. Il y a des concurrentes il y a 5-10 ans. Ce qui est une forme de reconnaissance, hein, tu vois, une forme de reconnaissance. Et on a des sollicitations, du coup, pour monter des filiales. Et en fait, tu vois, c'est comme ça que... tu vois, par exemple, on a monté Shodo Lille avec 2 personnes extérieures à notre réseau. Mais en fait, quand on fait des rencontres, des fois, tu as des coups de cœur. Et tu te dis pas, je vais créer une filiale parce que j'ai envie de gagner de l'oseille. Parce que moi, je considère que, tu vois, le chiffre d'affaires et la marge, c'est une conséquence. Ouais. Et c'est plus un objectif. Ouais. Mais en fait, tu te dis, en fait, j'ai envie d'entreprendre avec ces mecs-là. Parce que j'ai envie de vivre une aventure humaine avec eux, parce qu'on partage les mêmes valeurs, et puis parce qu'en fait, j'ai envie de vivre 10 piges, les 10 prochaines années, j'ai envie de les passer avec eux. Tu vois, tu te dis ça. Et donc, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on crée des filiales. Il se trouve qu'on est sur un marché quand même qui se porte plutôt bien, même quand c'est comme c'est la catastrophe, quand c'est la catastrophe comme en ce moment. Ouais. La tech, c'est quand même très résilient. Tu vois, il y a un côté, je touche du bois, mais un peu insubmersible. Et du coup, ça nous pousse aussi, tu vois, comme un de nos mantras, c'est de faire de l'innovation sociale. Ça nous pousse à monter des binômes de dirigeants de filiales avec des devs qui ne sont pas du tout programmés pour devenir dirigeants, et des meufs aussi, parce qu'on essaie de casser les plafonds de verre en fait, qui peuvent subsister dans le monde de l'entreprise, quoi. C'est excellent. Alors justement, c'est une question que j'avais. À l'inverse, quel regard tu portes aujourd'hui sur Alten, Devoteam? Putain, tu vas m'attirer des ennuis. Hein. Non, mais... je vais sortir de ce podcast avec des procès au cul, c'est pas mal ça. Mais non, mais tu vois, c'est intéressant. C'est vrai que je dirais que ton modèle, il est forcément, enfin, il est inspirant. En tout cas, humainement, il peut que être inspirant. En tout cas, avec ton associé, le courage et le mérite de vouloir casser les codes. Et j'entends quand des anciens que vous avez croisés sur votre route ESN viennent toquer à votre porte pour essayer de dupliquer le modèle. Ouais. J'entends aussi que peut-être finalement, eux aussi, quand ils étaient en ESN, n'étaient pas forcément raccord intérieurement avec ce qu'ils vivaient, et ils attendaient peut-être justement une opportunité comme Shodo, tu vois. Du coup, j'ai 2 niveaux de réponse. Pour répondre à ta question initiale, tu vois ce que je pense des Alten, des Devoteam, Altran, etc., c'est qu'au niveau purement opérationnel, création de valeur, etc., tu as un côté extraordinaire. On est quand même dans un métier, il n'est pas très complexe, hein. C'est-à-dire tu embauches, tu places, et tu fais de la croissance organique. Ouais. C'est ça le modèle des agences. Ouais. Et là, tu es quand même sur des aventures entrepreneuriales où tu te retrouves avec, quand tu prends les indicateurs, moi mes indicateurs d'avant de réussite, en termes de CA et de nombre de personnes, c'est une dinguerie. Ouais. Donc, ok, canon, bravo les gars. Est-ce que vous avez terminé le game? Je ne suis pas très sûr, parce que tu auras toujours des boîtes plus grosses que vous. Tu vois, donc l'étape d'après, c'est de faire de la concentration, c'est de se racheter entre soi, etc. Bon, voilà, tu as vu, moi je commence à avoir des poils blancs, je gère un niveau de problème qui est quand même relativement suffisant déjà pour blanchir. Donc je pense qu'à leur niveau, t'as plus de cheveux ou t'es tout blanc, tu vois. Et moi, c'est pas mon délire. Donc, en termes de réussite, il y a des créations de valeur qui sont quand même extraordinaires. Il y a des reventes aussi, tu vois. Si t'es dans le délire de je veux faire une revente et prendre un gros billet et arrêter de travailler à 55 ans pour golfer, bravo, tu vois. Ouais. Maintenant, effectivement, je pense que ce qui manque, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous sollicite aussi, c'est qu'on a apporté suffisamment de preuves sociales
pour montrer qu'en en entreprenant autrement, on arrive à baisser le turn, à monter l'attractivité, on gagne moins en tant que dirigeant. Tu vois, je veux dire, moi, je gagne moins que quand j'étais salarié, c'est sûr. Mais par contre, je trouve que, pardonne-moi l'expression, et je jure beaucoup, c'est pas bien, mais j'ai le cul plus propre, tu vois. D'accord. Tu vois, et je pense que rien que ça, c'est quelque chose qui est, c'est appréciable, quoi. Tu vois, de te dire qu'au final, tu es dans une logique de partage qui est plus équitable, en tout cas, qui n'est pas parfaite, tu vois, mais qui est bien plus équitable, et les gens, tu vois, arrêtent de quitter le salariat. Ouais. Et ça t'arrive de discuter encore avec des personnes on va les appeler l'ESN traditionnel, Ouais. et qui ne comprennent pas. Là, tu parles d'indicateurs de réussite que tu as développés, que tu as redéfini les indicateurs de succès. Ouais. En confrontation de fait avec les ESN traditionnels qui continuent effectivement à avoir des indicateurs de succès sur effectivement le nombre de personnes, ton chiffre d'affaires, etc. etc. Ouais. Est-ce que parfois ça t'arrive d'avoir peut-être des commerciaux qui veulent rentrer chez toi et puis qui en fait vous ne comprenez pas? Est-ce que ça Mais bien sûr que ça existe. Et en fait, tu vois, moi je suis pas là. Il y a quelque chose qui est très clair dans notre esprit, c'est que on est super aligné avec ce qu'on fait, mais on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Tu vois, et je pense que c'est d'ailleurs ça le propre d'une marque employeur qui est claire, d'une culture d'entreprise qui est claire. C'est la rendre suffisamment tranchée pour que celles et ceux que tu fais kiffer aient envie de venir et dans l'idéal viennent en masse. Enfin, c'est mieux. Enfin, c'est ça en tout cas l'attractivité. Et en vrai, d'avoir suffisamment de marqueurs pour faire en sorte que les gens qui t'aiment pas viennent pas et te fuient. Tu vois, ça te fait gagner du temps. Parce qu'en fait, des gens qui se plaisent pas chez toi, c'est potentiellement des gens demain qui vont partir, qui ne seront pas engagés. Donc en vrai, plus tu as de la clarté, et mieux c'est. Et donc évidemment que nous, on porte une vision où je peux parler, je pense qu'on ne se connaît pas et je pense qu'il me regarde il me regarde pas, quoi. Mais tu vois, Simon Azoulay, le fondateur d'Alten, on n'a pas les mêmes ambitions. Et avec ces marqueurs à lui que je respecte, je veux dire, il me donne même pas l'heure dans son monde. Oui. Tu vois tu vois. Mais dans le mien, peut-être que c'est vrai aussi, tu vois, je la lui donne pas non plus. Donc finalement, c'est pas grave, c'est pas un souci. Et je dis ça avec beaucoup de clarté, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que la marque employeur derrière, c'est faire en sorte d'avoir des propositions de valeur qui soient suffisamment claires pour qu'ensuite le marché de l'emploi tranche. Et je pense qu'aujourd'hui, tu regardes les flux où vont les devs quand ils ont le choix. Ouais. Pour parler un peu de... Là, vous entamez la 6e année. Quels sont... est-ce que vous allez encore... est-ce que vous allez plutôt partir sur la consolidation déjà des différents outils que vous avez mis en place en termes d'innovation sociale, ou est-ce que vous allez encore innover, surprendre Écoute, en fait, on a 2 enjeux. Alors, je commence par l'innovation sociale. En début d'année, on a annoncé justement une nouvelle mesure qui va toujours vers davantage de fidélisation et d'intérêt à collaborer ensemble sur le long terme. C'est qu'on a mis en place une politique de congé d'ancienneté illimité. Ça veut dire que chaque année supplémentaire, nos salariés vont cumuler 1 jour de CP en plus. Corollaire, dans 10 ans, en fait, tout le monde aura acquis 10 jours de CP supplémentaires au légal et au supralégal, puisque de par notre modèle, on a déjà redistribué des congés supplémentaires à travers des accords d'entreprise à notre lancement. L'intérêt, il est simple. L'intérêt, c'est finalement de faire en sorte que celles et ceux qui en ont besoin puissent se reposer. Alors,
Alors, c'est pas que partir en congé hein, dans les faits, parce que quand tu étudies les boîtes qui ont mis en place les politiques de congés limités, tu te rends compte qu'ils prennent plutôt moins de congés, mais que ce qui est beaucoup pris, c'est des demi-journées par-ci par-là, pour aller choper des colis, pour aller chercher ton gamin, etc. Et donc, en fait, ça t'enlève de la charge mentale liée à ta logistique perso. Et quand tu arrives au turbin, tu es concentré à 200% pour bien bosser et donc apporter de l'efficacité. Et on fait un métier de service, ça tombe bien. Donc, moi, je pars du principe que quand on est bien dans ses baskets, nos clients kiffent. Tu vois. Voilà. Donc ça c'est au niveau de l'innovation sociale. Par contre, on est aussi sur un passage à l'échelle où tu vois, on a commencé en 2021-2022 à lancer et accompagner la création d'une filiale par an. Là, en 2024, on a lancé Chaudo Lille. On va lancer un vertical sur Paris qui s'appelle Chaudops autour de l'infra de l'Ops. Et on va très probablement aussi lancer Chaudo Rennes après l'été. Et donc, on est sur un passage à l'échelle qui nous a nécessité une réorganisation, une restructuration en interne. Donc, on a fait monter, on a recruté une Head of HR. DRH si tu préfères en plus simple. On a nommé une Head of Sales, on a une Head of Communication qui a une double casquette parce qu'elle est aussi DG de la maison mère. Et en fait, l'organisation, c'est de se dire que tu as des filiales pilotées par des binômes de dirigeants et accompagnées par des experts métiers qui sont là pour les conseiller, qui permettent d'avoir une meilleure délégation, une meilleure efficacité dans la prise de décision. On a basculé notre culture d'entreprise à l'écrit. Donc, la plupart de nos règles de gestion, t'as un mode d'emploi Chaudo sur Notion. D'accord. Parce qu'avant, c'était du coup de fait... Culture orale. Culture orale, ok. Et la limite de la culture orale, c'est que tu poses la même question à deux personnes, tu vas pas forcément avoir la même réponse. Ouais. Ça, la culture de l'oralité, elle a duré jusqu'à... Elle a fait 2019, 2020, 2021. Début 2022, on s'est rendu compte qu'on allait au-devant d'une dinguerie, donc on l'a basculé, par écrit. Okay. On l'a basculé par écrit, notamment quand tu développes des filiales, c'est quand même une meilleure idée parce que tes filiales, elles sont cofondées parfois par des extérieurs à Chaudo. Et donc, pour que ton binôme de dirigeants s'approprie aussi ta culture, c'est plus simple si elle est à l'écrit, tu vois. Ouais, et donc, le sous-jacent de tout ça, c'est qu'on est dans une réflexion avec Guillaume. Mais en fait, tu vois, la réflexion, on l'a moins vite que le temps passe. Et ça, c'est le problème. C'est comment est-ce qu'on peut mieux accompagner nos filiales. Et en fait... un des corollaires, ça a été de pouvoir voir de quelle manière on peut mieux déléguer. Donc, il faut qu'on se duplique, nous, tu vois, dans nos profils. Ouais. Guillaume, son cœur de métier, c'est DRH, admin, droit, légal, etc. Okay. Du coup, moi, je viens du sales. Après, j'adore écrire, donc j'écris aussi. Je fais de la com en mon nom sur les réseaux. Enfin, ça me prend du temps. Et puis, je fais de la représentation média aussi. Mais en fait, on a dû se dupliquer pour être en capacité, justement, de pouvoir conserver les sujets sur lesquels on est indispensable et ceux qui nous font kiffer, parce qu'on est quand même là pour prendre un peu de plaisir dans la vie, c'est mieux. Et tous les sujets sur lesquels on est indispensable, on se vire, on se dégage de ces sujets-là parce qu'en fait, à un moment donné, tu dois déléguer, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, les enjeux, c'est ça. Incroyable. Vous avez un objectif défini en termes de nombre d'agences, etc. Non, en fait, on n'a pas d'objectif défini. Je pense que l'objectif très court terme, c'est de bien faire les choses. Et tu vois, tu me posais des questions sur ma vie d'avant. Tu vois, mon mantra dans ma vie d'avant, je pense que c'était plutôt à la fin justifier les moyens, quoi. Tu vois. Pas que, mais c'était principalement ça. Et aujourd'hui, tu vois, j'ouvre le tome 2 de ma vie pro et j'attache beaucoup d'importance au chemin, tu vois. Et dans le chemin, j'ai envie justement de réussir avec d'autres personnes. Et pour bien réussir, il faut prendre le temps de bien faire les choses, d'accompagner des profils, je te dis, qui ne sont pas forcément prédestinés pour gérer des boîtes. Donc... on découvre plein de trucs.
Tu vois, même nous, dans notre accompagnement, dans le chemin, il y a des choses qu'on a sous-estimées. Il nous arrive des looses, des crottes. Et en fait, il y a un côté vachement inattendu dans la gestion des entre guillemets, des crises qui nécessitent quand même qui prend du temps et de l'énergie, quoi. Tu vois. Oui, c'est intéressant parce que effectivement, la question sur les objectifs futurs, contrairement à ce qu'on évoquait sur Alten, Devoteam, etc., qui sont effectivement dans une accélération permanente, là, il y a un retour au temps aussi humain, je dirais. Ouais. Le temps, effectivement, de s'approprier les choses et de s'approprier l'autre aussi pour peut-être mieux collaborer ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Et un rapport au temps, je pense, comme tu dis, si tu veux, je pense que nous, un des moteurs de notre projet, c'est quelque part nous, on est convaincus qu'en fait, en travaillant moins, on travaille mieux. C'est une conviction. Maintenant, comment tu la mets en musique, tu vois, on regarde avec beaucoup d'intention les mesures type semaine de 4 jours qu'on a mis en place, nous, au niveau de notre staff. On transforme la marge en temps libre qu'on met à disposition et on essaye de ne pas le faire de manière dogmatique, c'est-à-dire, tu vois, on n'est pas là pour dire tout le monde va bosser moins. Ouais. On est là pour dire, celles et ceux qui ressentent le besoin de moins bosser, en fait, on va travailler un modèle dans lequel ça va être possible sans perdre d'oseille. Ouais. Par contre, tu vois, il n'y a pas que des côtés, il n'y a pas que de mauvais côtés dans le travailler plus pour gagner plus. Le mauvais côté, c'est juste que ça crée du burn-out et que le jour où tu veux travailler moins, tu gagnes moins. Et nous, en fait, on a créé un modèle avec suffisamment de latitude pour que tu puisses évoluer dans un périmètre dans lequel, quand tu as besoin de travailler plus pour gagner plus, tu puisses le faire à concurrence du fait que tu poses 5 semaines de congés payés parce qu'en fait, on ne veut pas que tu nous claques dans les doigts. Et si tu veux te reposer, etc., tu peux le faire. Ça me parle énormément parce que tu incites les gens à pas forcément travailler toujours plus, mais travailler mieux. Ça me parle puisque quand j'ai arrêté mon premier métier de footballeur et que je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, j'étais assez surpris et c'est vrai que tu le dis finalement... De voir des cadres courir partout, de devoir courir toujours plus vite, etc. Ouais. Et c'est vrai que souvent, on entend dire peut-être qu'il faut travailler moins. Et puis là on a des gens qui haussent les mains aussi en disant mais c'est pas possible, etc. Alors que, en tout cas de mon expérience dans le monde du sport, c'est déjà un fait de travailler... alors, c'est pas dit comme ça, travailler moins, mais travailler mieux. Puisqu'on ne peut pas performer. Moi, je ne pouvais pas courir des sprints pendant 8 heures d'affilée et marquer 50 buts par match, ça n'existe pas. Donc, on est bien obligé, en tout cas, le sport nous impose de gérer notre effort correctement. Et prendre soin de soi. Et, de fait. De fait. Et c'est effectivement, quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, j'ai été très surpris, naïvement, de voir que effectivement, en tout cas pas toutes évidemment, mais certaines entreprises, parfois chez certains clients en début de carrière que j'ai pu côtoyer, que c'était complètement le schéma inverse. Ils poussaient les collaborateurs à toujours travailler plus, et il faut rester au bureau, et ceci, et cela. Moi, je débarquais. Je dis, mais je comprends pas. Comment on peut demander à quelqu'un d'être performant tout en essayant de le faire des sprints de 8 h du matin à 22 h le soir. C'est anti-performance. Non, c'est anti-performance. Et effectivement, il y a un côté ouf et très paradoxal, mais le parallèle, il est vachement intéressant. Et il y a quelque chose... dont on pourrait s'inspirer dans le monde du sport. Et le monde du sport, je pense qu'on est convaincus tous les deux qu'il y a plein de côtés pas bien non plus, tu vois, dans le foot business. C'est pas un monde mais en fait, dans les clubs pro, ils prennent pas soin de leurs joueurs par philanthropie. Ils prennent soin de leurs joueurs parce que c'est des assets. Parce qu'en fait, ton petit jeune du centre de formation, si tu le valorises, tu vas peut-être le vendre 5, 10, 15 millions. Et quand ton budget annuel c'est 60-90, tu te mets bien. Tu vois, tu prends 30% de ton budget, ou des fois tu vas peut-être faire des ventes qui sont équivalentes à 1 an de budget de ton club. Et c'est ça qui fait que à partir du moment où
les présidents de club sont dans l'obligation de prendre soin de leurs assets de joueurs parce que c'est ce qui va permettre à leur modèle économique de club de vivre. Dans le monde de l'entreprise, c'est pas exactement pareil. Et je pense que si il y avait des transferts de profil d'une boîte à une autre, il est très probable que on nous mettrait bien, que tu aurais de la semaine de 4 jours, que tu aurais tu vois, tu aurais plein de trucs plein de trucs cool. Il est vraiment cool parce qu'effectivement dans l'entreprise traditionnelle ça parle beaucoup de performance et venant du sport, je me retrouve pas forcément dans cette idée de la performance là. Ouais. Mais dans ton modèle, effectivement, je me retrouve beaucoup plus en tant qu'ancien sportif dans une approche de vouloir effectivement en tout cas faire émerger une prise de conscience chez l'autre, de dire ok, gère déjà ta santé, ton effort, et tu verras que ça aura une conséquence sur in fine ton gain, tes finances, tes ceci. Ouais. On prend le chemin inverse, ce qui me paraît tout à fait évident en le disant, mais pas forcément celui de toutes les entreprises. En tout cas, venant du sport, ça me paraît quand même plutôt cohérent. Non, mais je suis d'accord. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, tu vois, quand tu ouvres le capital à tout le monde, c'est-à-dire l'entreprise, ça devient un bien collectif dans lequel tu partages les loses et les profits. Ouais. Et donc, dans l'idéal, tu vois, l'idée, c'est qu'on arrive à faire émerger une forme d'intelligence collective dans laquelle, tu vois, les comportements individualistes soient de plus en plus satellisés. Tu vois, nous, on est sur des métiers de facturation et on me dit souvent oui, mais attends, que ton modèle il est super laxiste, plus personne ne va avoir envie de bosser. Mais du coup, en fait, si personne ne bosse, tu ne ramènes pas tu vois, le seuil de marge qui permet au modèle de se développer et de subsister. Ouais. Bah, la boîte elle meurt. Et en fait, personne n'a envie que la boîte elle meure. Tu vois. Et c'est ça l'intelligence collective. C'est un peu comme quand tu dis je mets en place la sécurité sociale. C'est pas pour ça que demain tout le monde va être malade. Tu vois. C'est juste que quand tu as quelque chose de cool, et en tout cas nous c'est notre philosophie, c'est la mienne. Quand tu mets en place des mesures cool qui vont dans le sens de tout le monde, l'extrême majorité des gens vont faire en sorte que ça continue parce que c'est cool. Tu vois. Ouais. Par exemple, on a filé des CB à tout le monde. Tout le monde a la CB de la boîte parce que c'est plus simple. On arrête les notes de frais, les relectures, les trucs affreux. Ouais, bien sûr qu'il peut y avoir de l'abus. Et que probablement qu'il y en a, sauf qu'on ne le contrôle pas. Et que si on le contrôlait, peut-être qu'on sortirait 4 000, 5 000 balles par an, peut-être 10 d'abus. Mais en fait, à l'échelle d'une boîte, 10 000 boules, est-ce que c'est dramatique ? Ouais, je comprends. C'est pas dramatique, c'est emmerdant, mais c'est pas dramatique. Mais la majorité des gens se comportent de manière super intelligente. Bravo, franchement, c'est un modèle en tout cas qui me parle. Je trouve ça encore une fois, ça merci. Non, mais ouais, ça me parle en tout cas. Ça fait un lien en tout cas avec ma personnelle, en tout cas avec ma première vie. Je trouve ça vraiment génial. Peut-être pour terminer cette interview, je pose toujours cette question parce que pour moi, être hors norme, c'est finalement avoir mis le doigt sur sa singularité, ce qui est manifestement le cas. Clairement, et de la placer dans le bon environnement. Aujourd'hui, apparemment, c'est le cas. Tu as créé ton propre environnement. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te verrais changer? Aujourd'hui, je me sens super bien. Enfin, très aligné avec la personne que j'avais envie d'être. Je pense. Tu vois, je pense que si le moi qui a 20 piges me voyait maintenant, je pense que jamais j'aurais pu rêver, imaginer ça, tu vois. Mais en fait, j'ai envie d'inverser la question. Je pense que... j'espère que je vais vivre jusqu'à cet âge-là, mais si le moi de 80 balais ou 85 piges me voyait maintenant, je pense qu'elle serait beaucoup plus fière de moi à 44 balais que de moi à 20-25, tu vois. Donc non, je suis content. Est-ce que je me vois changer? Ouais. Parce que je pense que le changement, embrasser le changement, c'est ce qui fait que tu peux devenir meilleur. Tu vois, si tu es réticent au changement, si le changement te fait peur, tu t'évolues. C'est plus dur d'évoluer, tu vois. Ouais, et tu vois, moi je suis très ouvert à la discussion, je suis très ouvert à la contradiction parce que je l'assimile pas du conflit, je l'assimile à l'occasion d'être meilleur, tu vois, de pouvoir prendre des décisions qui font que ça te donne une liberté de changer en mieux. Voilà. Merci beaucoup, John. Merci à toi.
C'était Merci. canon. Excellent. Merci beaucoup vraiment pour ce partage assez incroyable, je dois dire. Merci beaucoup. Comme d'habitude, si vous avez des questions, interrogations, je serai évidemment ravi d'y répondre. À la prochaine fois. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.